L'autre, ils t'ont ça plus, quoi. Alors, hop, voilà, là c'est droit, bam. Alors, on travaille. Qu'est-ce qu'on a à dire cette semaine déjà, les balibaloum. Concernant les news cette semaine, on va pas se le cacher, c'était pas folichon. En Allemagne, on a eu l'indice ZOO, c'est l'indice de confiance des investisseurs institutionnels et analystes, et on est dans les mêmes profondeurs qu'on était au début du Covid. Et finalement, il était moins pire que prévu. Il y a un vent, mais de ouf, hein. Meilleur n'étant pas le terme approprié, étant donné que ça fait 2 mois qu'il est complètement dégueu. Pour le Covid, on a eu 1 mois et ensuite ça allait, c'est reparti. On arrivait à se projeter un minimum. Et là, c'est absolument pas la même ambiance avec la guerre en Ukraine. On a eu la Banque Centrale Européenne cette semaine et Christine Lagarde, on peut dire qu'elle en sait pas plus que nous. La guerre en Ukraine a de sérieuses répercussions sur l'économie. On n'en a pas fini avec les sanctions en Russie. Le futur proche est marqué par une grande incertitude. Merci, on avait l'info. La guerre entraîne un nouveau goulot d'étranglement en ce qui concerne l'offre. Et on regarde un peu plus du côté de la Chine. L'économie repart après la crise du Covid. Merci l'épargne. Et l'inflation qui est au taquet va le rester. Au taquet. En conséquence, impossible de resserrer les boulons pour le moment. Elle va donc rester flexible. En traduction, ça veut dire qu'elle va remonter les taux, mais c'est pas le bon timing pour l'instant. Disons qu'on n'a rien planifié. On va laisser d'abord faire Jérôme aux États-Unis et puis on verra après. Côté inflation aux États-Unis, l'indice CPI, Consumer Price Index, pour le mois de mars a été conforme aux attentes. Ça, c'est déjà plutôt une première bonne nouvelle. Mais on est quand même à plus 8,5% d'inflation sur les 12 derniers mois glissants. Et si on enlève l'alimentation et l'énergie, on est tout de même à plus 6,5% d'inflation. Et pour savoir s'il y a une vraie inflation, on regarde surtout au niveau des salaires. Plus 6% au mois de mars selon la Réserve fédérale d'Atlanta. Et selon Brian Coulton, chef économiste chez Fitch & Ratings, nous dit que c'est symptomatique d'une pression inflationniste qui continue de s'étendre. Et ça, on le sait avec l'indice des prix à la production qui est une mesure prospective de l'inflation. Prospective puisque ça coûte plus cher à produire, donc forcément à un moment donné ça va se répercuter pour les consommateurs qui vont ensuite voir une hausse des prix finaux. Et aujourd'hui c'est le prix des services qui est en train de rattraper son retard sur la hausse des prix des biens. Bon, on pourrait parler de l'entre-deux tours des élections françaises, mais j'ai pas tellement d'idées à ce sujet. Je suis pas sûr que ce soit vraiment l'endroit approprié. Et concernant la France, il se passe quand même des choses. Parlons de la croissance au premier trimestre. Pour le moment, elle a été revue à la baisse à plus 0,25% de croissance seulement, alors que jusqu'à présent, on en prévoyait 2 fois plus, c'est-à-dire plus 0,5%. L'Organisation mondiale du commerce a également revu à la baisse ses prévisions de croissance dans le monde. 3% finalement, on en attendait 4,7%. L'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, révise également ses perspectives en termes de demande. Seulement 3,7 millions de barils de plus par jour de demande, c'est-à-dire 500 000 de moins que ce qui était prévu la dernière fois. Shanghai est confiné. Et d'ailleurs, c'est pas la seule ville. 23 autres villes le sont également totalement ou partiellement, ce qui affecte un petit 200 millions de personnes, ce qui correspond quand même à 14% du PIB chinois. Rien que Shanghai, on est à 4% du PIB de la Chine. D'ailleurs, on a le Taïwanais Pegatron qui assemble certains modèles d'iPhone, donc d'Apple. Il a interrompu la production de 2 de ses filiales. Jusqu'à présent, il s'emmerdait pas plus que ça, puisque les ouvriers et le personnel dormaient sur place. Mais là, il a fait tirer au max, ça va plus être possible, donc c'est pour ça qu'il ferme 2 de ses filiales. Plus de 200 entreprises taïwanaises ont interrompu leur production. Beaucoup sont dans l'électronique et beaucoup travaillent pour Apple. 31 entreprises à Shanghai travaillent pour Apple et sont des fournisseurs. Elle a 79 entreprises qui travaillent pour elle à Jiangsu. Ça va donc impacter 20% de la production des iPhones d'Apple au 3e trimestre. Plus largement, les importations chinoises ont reculé pour la première fois depuis début 2020. Les exportations, quant à elles, progressent de quasiment 15%. Mais on reste quand même en repli par rapport aux 2 mois précédents, comme le montrent ici les courbes en rouge. La courbe en noir, c'est ce qui correspond aux importations. Sinon, côté promotion immobilière en Chine, c'est toujours le bordel. Zenro, qui est le 30e promoteur immobilier en Chine, a fait défaut. Il n'a pas réussi à payer les intérêts de 2 de ses obligations. Le confinement pèse aussi sur l'activité immobilière.
cette semaine, on ne peut pas passer à côté de ce qui se passe entre Elon Musk et Twitter, qui a fait une proposition de rachat de l'oiseau bleu. Il avait déjà pris des billets dans Twitter, mais il voulait un peu plus loin. Il a carrément fait une OPA, enfin en tout cas proposé de racheter le bazar. 43 milliards dans la poche, le monsieur, hein. Oui, il savait pas trop quoi en faire, donc il s'est dit tiens, peut-être racheter Twitter du coup. Oui, il a envie d'acheter le droit d'emmener le monde entier vers la liberté d'expression. Vole, petit oiseau bleu. Donc il a fait une propale, mais disons que les actionnaires l'entendent pas de cette oreille. Twitter a répondu à sa proposition d'achat de 43 milliards de dollars en mettant dedans une clause de ce qu'on appelle dans le milieu de la finance une pilule empoisonnée. Ça veut dire que dedans c'est écrit s'il rachète pour plus de 15% des actions de la boîte, et ben nous tous qui détenons des actions Twitter, ok, tu veux racheter 15%, et ben on a le droit de le faire, mais à des prix plus bas que le marché. Du coup, ça augmentera forcément le prix de l'action et donc le prix auquel Elon Musk est susceptible de racheter la boîte. Ah, c'est habile. En tout cas, Elon Musk, on l'a bien compris, profite de deux timings. Le premier, c'est que le fait de Jack Dorsey est sorti de la boîte. Il est déjà parti au mois de novembre. C'était le dirigeant historique. Et d'ailleurs, tiens, ouvrons une petite parenthèse. Tu te rappelles les NFT, premier tweet de Jack Dorsey? Son premier tweet a été converti en NFT et il y a un gars qui l'a acheté pour 3 millions de dollars. Et là, tu l'as senti, hein, la tendance en mode FOMO des NFT et tout, que c'était en train de partir à tout blinde. Donc il a acheté à 3 millions de dollars et là il s'est dit, il y a quelques jours, quelques semaines, bon allez, je vais revendre le truc, TP, Take Profit, objectif 40 millions de dollars. 49 millions de dollars, pardon, parce que 40 millions de dollars, t'as rien. Et là, du coup, ça prend pas trop en fait. C'est moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire que même s'il vend pour 10 000 balles, il s'en sort bien. Il a mis aux enchères et 10 000 balles, visiblement, ça semble être le stop loss. Donc la prochaine fois que tu poses 3 millions de dollars sur un trade, hein, sur une action, un indice, bon bref, sur un plan de trading, et que tu es en mode to the mood, je pense que je vais faire x10 au minimum et que finalement tu t'en sors à quasiment zéro. Souviens-toi qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant. Et cet autre, il s'appelle Sina Estavi. Et deuxième chose, Musk profite de buy the dip sur l'action Twitter car elle a été quasiment divisée par deux en un an et demi. Les publications de la semaine ont surtout concerné les banques, j'allais dire les banques centrales, mais non, c'est juste les banques américaines qui ont publié en ordre dispersé. Bon bref, il n'y a rien à en tirer de concret pour le moment. Hermès et LVMH, elles ont publié et c'était meilleur que prévu. Les perspectives sont confirmées à moyen terme et 30% de croissance au premier trimestre par rapport à la même période en 2021. Pour autant, il n'y a pas eu d'emballement sur les actions. Les investisseurs semblent très prudents par rapport à ce qui se passe en Chine et en Ukraine. La semaine a été dispersée sur les indices, c'est plutôt relativement plate avec des indices en Europe qui terminent finalement proche de zéro. Aux États-Unis, c'était beaucoup plus compliqué avec le Nasdaq qui a perdu 3% à cause du taux à 10 ans aux États-Unis qui s'est encore emballé. Et avec tout ce qu'on a vu précédemment en Chine, disons que les valeurs techno sont beaucoup plus impactées que le reste du monde. Je l'ai pour autant travaillé à l'achat comme je te l'avais évoqué dimanche dernier dans le débrief hebdo notamment, ou alors d'ailleurs dans le carnet de bord sur cette zone des 14 000 points. Ça a donné une première fois 300 points, une deuxième fois 200 points et j'attends à nouveau des réactions positives sur cette zone et autour des 14 000 points pour rentrer à l'achat sur des signaux haussiers H4. Et s'il descend d'un étage plus bas, je le laisserai faire. C'est clairement pas l'indice le plus fort. Et on voit clairement que aujourd'hui, les marchés peuvent changer de comportement d'une journée à l'autre. Il n'y a absolument aucune visibilité. C'est comme si on avait un brouillard à moins d'1 mètre. Je crois que je l'avais déjà évoqué dans les derniers débriefs hebdo. L'euro-dollar a fait des nouveaux plus bas. Ça, c'est en lien avec ce qu'a dit Christine Lagarde au sein de la Banque Centrale Européenne. Moins restrictive que ce que le marché attendait. Donc forcément, l'euro a un petit peu plus dilué. On est passé brièvement sous les 1,08. Je suis toujours à l'achat là-dessus. J'y reviendrai juste après d'ailleurs sur mon plan et comment est-ce que je vais gérer tout ça. Parce que quand je le gère, je gère aussi les pertes. Ouais. Et ouais, le dollar américain, lui, face à un panier de devises, est toujours quasiment à son plus haut, à l'image d'ailleurs du taux à 10 ans aux États-Unis. Et on le sait, le resserrement monétaire de la Fed est en place. Donc forcément, ça a plutôt tendance à tirer vers le haut, le dollar américain et le taux à 10 ans. Le pétrole, quant à lui, a bien réagi sur cette zone des 97 $, comme je te l'avais proposé, partagé et évoqué. Cette zone est une zone d'achat pour moi. On a d'ailleurs terminé la semaine
au-delà des 112 $. J'ai un premier objectif à court terme daily d'ailleurs autour des 113 $. Je pense qu'on peut tout à fait repasser les 130 $ le baril, hein. On a toujours une pression haussière et a priori, sauf changement radicalement de l'offre, la demande, elle va pas bouger comme ça du jour au lendemain. En attendant, il y en a un qui explose depuis un mois, le gaz naturel qui a quasiment doublé de valeur. Mon avis, c'est qu'on va poursuivre ces oscillations sur les indices avec des performances dispersées. Une petite pression baissière qui s'installe à court terme au vu des différents éléments économiques qu'on a vu juste précédemment. Une pression également haussière sur le pétrole qui va continuer à durer. Et d'ailleurs, qu'il va falloir continuer à travailler à l'achat. Au moins, en tout cas, garder une partie de position pour viser to the moon. On sait jamais. Bah, to the moon, peut-être pas non plus déconner, mais au moins le fait de garder en fait une partie de position, ça permet d'éviter l'overtrading et se reposer la question, est-ce que c'est trop haut, est-ce que c'est pas assez haut, comment je fais pour rentrer à l'achat, pas à l'achat, etc. Bon bref, c'est tenir une position gagnante et un plan qui fonctionne. Petite pression haussière également sur le dollar américain qui m'incite à préparer ma deuxième cartouche sur mes achats concernant l'euro contre le dollar. Oui, je suis encore à l'achat là-dessus. Je m'autorise 2 à 3 positions haussières pour acheter dans cette grosse zone mensuelle entre 1,04 et 1,07. Donc pour le moment, il y a le temps. Il y a de la marge et il y a du temps avant que tout ça se mette en place. Sur le silver et l'or, on a également une pression haussière qui s'est installée. Pour autant, pour le moment, j'ai pas vraiment de point d'entrée, il n'y a pas vraiment de volatilité. Et comme dirait Rodolphe, c'est pas là où se passe vraiment l'action. Donc, je préfère rester en retrait que de rentrer en mode FOMO à l'achat n'importe comment. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Cette semaine était très plate en termes d'opportunités. Alors, dans ce type de période, je ne travaille que les plans qui se déclenchent, que j'ai préparés en amont. Je vous ai partagé un exemple, le Nasdaq sur les 14 000. Ça a fonctionné à 2 reprises. 300 points, plus 200 points, et puis après plus rien. Je ne le sens pas sur les autres indices. Il n'y a personne qui m'oblige d'y aller. J'ai pas besoin d'augmenter mon exposition parce que je sais très bien que pour le moment, les plans se déclenchent pas plus que ça. Et c'est exactement la même chose qu'on avait vu ensemble il y a 3 semaines. Vous vous souvenez, quand on avait ces grosses zones de résistance, finalement, on avait mis 2 semaines avant d'entamer une jambe de baisse. Jambe de baisse. Je voulais dire une jambe de baisse. Mais bon, tout le monde l'a compris. Essaye de... C'est qu'il est mieux, ça va, tu t'es pas trop chier. Et pour autant, tant que c'est pas vraiment invalidé, tant que je sais que j'ai pas tort, je continue. Voilà, j'ai pas de raison d'abandonner plus que ça. Le pétrole d'ailleurs, ça s'est très bien passé. L'eurodoll beaucoup moins. J'ai pas ce besoin de devoir systématiquement changer de fusil d'épaule tous les jours, toutes les heures, toutes les 5 minutes et d'être partout tout le temps à essayer de chercher à chaque fois là où vraiment ça a bourré, ou là vraiment ça a bougé. Donc il y a des phases de marché où c'est un peu plus calme, où c'est un peu plus dispersé et on peut se dire tout simplement les planètes sont pas alignées. Donc juste patientons. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer un peu sur le marché des cryptos. Cette semaine, on a le repli du Bitcoin sur les 40 000 $ qui est un gros niveau intermédiaire. De la même manière sur l'Ethereum qui est sur une zone de pullback en dessous des 3 200 $. Pareil d'ailleurs sur la capitalisation totale. Et d'ailleurs, il faut s'étendre un petit peu avec l'analyse technique sur les cryptos. Le marché des cryptos est très émotif et on a souvent des excès qui nous incite à remettre en cause des figures chartistes, des supports, des résistances, alors qu'en fait c'est pas le cas, c'est juste l'épaisseur du trait. Et on est là en train d'essayer de remettre en question systématiquement une tendance, une zone clé. Ah non, finalement on n'est pas en bull market, on est en bear market. Bon, on est juste en fait en phase de rentrée. Donc stop, on change pas de cap toutes les 3 minutes à 180 degrés. Donc oui, je continue à être optimiste parce que hormis les vives variations qu'on a à très court terme en haut et en bas, on n'a pas de changement fondamental, ni technique sur des unités temps longues. On est simplement moins dans une phase de marché propice à tourner comme un avion. Savoir à chaque fois est-ce qu'on met l'exposition à 100% max acheteuse, 0% acheteuse, 100% vendeuse. Donc on n'a pas de grosses opportunités sans de gros décalages. Peu de statistiques macroéconomie la semaine prochaine, hormis, et ce sera surtout le rendez-vous d'importance, c'est vendredi avec les PMI. Des marchés en manque de visibilité, donc beaucoup plus erratiques dès qu'il y a une news, qu'elle soit positive ou négative. Et c'est pour ça que dans cette période-là, faut tenir les plans tant qu'ils ne sont pas invalidés, les tenir le plus longtemps possible. Insister là où ça fonctionne et relâcher là où c'est pas le cas. Le plus important, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître que notre objectif n'est pas d'avoir raison systématiquement. C'est juste de travailler avec constance, peu importe les phases de marché, et de focus sur le processus et pas sur le résultat qui est une conséquence. Et s'il ne se passe rien comme il faut, on relâche, c'est pas grave, le marché sera là demain. Voilà, je crois qu'on arrive au bout, donc c'est l'heure de mettre un pouce vers le ciel. Bon, allez, on se casse là, il y a des moustiques, j'en ai marre de la nature moi. Ouais. Super la nature. Tu fais quoi un samedi de Pâques? Tu marches dans le cake. Ah non. On est écolo nous. Il veut mettre ça partout Mélenchon.
On a dit pas. Ah, pardon. Peut-être qu'on peut dire bonne chasse aux œufs, bon week-end de Pâques, un truc comme ça. Ah, il y a une promo aussi Une promo 2. sur IVT. Ah oui? 25% sur All Inclusive 12 mois. Voilà. Ah ouais. Bisous. Si lundi, si demain c'est ouvert. C'est ouvert mais pas sur Onyx. C'est ouvert à Wall Street. Voilà. Allez, merci pour vos likes. À bientôt. Ciao.